Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 janvier 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kreiner est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et j'adresse mes salutations chaleureuses à tout notre public. Ce n'est pas notre première émission de l'année, n'est-ce pas? Bon, je crois que j'ai déjà souhaité la bonne année, donc je ne veux pas me répéter. Exactement. Bonne année. Un double positif pourrait donner un négatif. Alex, permettez-moi de commencer par l'annonce du gouvernement chinois. La porte-parole officielle du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, si je prononce bien son nom, a déclaré que la saisie d'un pétrolier russe dans l'Atlantique constituait une grave violation du droit international par les États-Unis. Elle a également ajouté que les nouvelles sanctions que Washington se prépare à imposer à la Russie sont toutes illégales et que personne, du moins la Chine, ne s'en soucierait. À votre avis, vers quoi nous dirigeons-nous concernant les dernières nouvelles en provenance du Venezuela, l'enlèvement présumé du président vénézuélien et les conséquences de ces événements, cette nouvelle forme d'affrontement entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre? Je dois dire, Nima, que je ne sais pas où nous allons, parce que je ne sais pas ce que fait Trump. Il existe plusieurs théories. Et tu sais, depuis l'enlèvement de Nicolás Maduro, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts et lu beaucoup d'articles pour essayer de comprendre. J'ai prêté une attention particulière à ce que disent, disons, les leaders d'opinion pro-mondialistes. Nous parlons donc de personnes comme John Bolton et Rory Stewart. Rory Stewart est un ancien député britannique et a fait partie pendant de nombreuses années de tout l'establishment de la politique étrangère, des gens proches de Blair. Ils ne savent pas, n'est-ce pas? Ils devinent. Ils savent une chose, ils détestent Trump, mais ils ne savent pas ce que Trump fait. Donc, quoi que fasse Trump, cela pourrait être différent de tout ce dont tout le monde parle. Donc, cela va avoir un lien avec le pétrole, car le pétrole sera évidemment le grand facteur d'attraction qui incitera de nombreuses personnes occupant des postes de pouvoir aux États-Unis, parce qu'ils veulent ce pétrole. Et je parle ici de personnes influentes à Wall Street. Mais il y a ensuite toute cette question des irrégularités électorales, avec le système de vote Dominion et le logiciel Smartmatic, qui aurait d'une manière ou d'une autre un rapport avec le Venezuela. Apparemment, certains de ces serveurs étaient gérés depuis le Venezuela, ou certains disent que le logiciel y a été créé, ce dont je ne suis pas sûr. Mais d'autres pays ont également été mentionnés pour leur rôle dans cette affaire, notamment la Serbie. Alors vous savez, déjà en 2020, on avait entendu parler du Venezuela et de la Serbie qui auraient joué un certain rôle dans la manipulation des élections, pas seulement aux États-Unis, mais en général. Mais ensuite, quand l'affaire a éclaté, après les élections de 2020, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une partie d'un réseau international plus vaste. Il y a eu un grand nombre de témoignages, de dépositions de témoins et d'affidavits concernant ces irrégularités de vote. Puis, les dirigeants de Dominion Systems ont soudainement disparu, les dirigeants américains, et ils ont déplacé certains de leurs bureaux au Canada, de l'autre côté de la frontière. Ils avaient un siège régional, je crois, à Toronto. Et l'une des personnes impliquées était Lord Mark Malloch Brown, un proche associé de George Soros. Mais, vous savez, au-delà du fait qu'il y ait quelques Vénézuéliens impliqués, apparemment certains étaient des ministres du gouvernement, et un homme d'affaires vénézuélien qui aurait été l'actionnaire majoritaire de la société de logiciels Smartmatic,
la trace de la propriété se perd dans ce réseau de centres offshore. Beaucoup d'entre eux se trouvent dans les Caraïbes. Vous savez, depuis les années 1960, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, a créé 14 centres financiers offshore totalement non réglementés. Ils opèrent en dehors de la portée du droit international, pour ceux qui croient encore en ce concept, et ils sont entièrement opaques, non réglementés, entre des mains privées. Ainsi, la trace s'y perd. Je ne sais pas exactement comment le Venezuela s'est retrouvé mêlé à tout cela. Mais vous savez, lorsqu'un pays est soumis à des sanctions très strictes, il devient poreux. Dans le sens où, par exemple, la Syrie a été placée sous les sanctions César. Et ensuite, plus rien ne fonctionne dans le pays. Les gens n'ont plus d'argent, plus d'avenir. Et alors, je suppose que les agences de renseignement occidentales peuvent s'y infiltrer facilement et obtenir beaucoup de choses grâce à la corruption. Il se peut donc que Nicolás Maduro en sache un peu à ce sujet. Et puis, il y a aussi l'aspect du trafic de drogue, dont nous savons qu'aucune quantité significative de drogue ne parvient aux États-Unis depuis le Venezuela, et qu'aucun fentanyl ne part du Venezuela vers les États-Unis. Mais tout le réseau de blanchiment d'argent qui permet ce trafic de drogue implique aussi la traite des êtres humains, car certains de ces mêmes cartels qui gèrent les réseaux de drogue ont facilité la logistique et les passages frontaliers pour des millions de migrants illégaux entrant aux États-Unis. Et nous savons qu'environ 8 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays au cours des 10 ou 20 dernières années, et que, vraisemblablement, beaucoup d'entre eux ont fini par se retrouver aux États-Unis. Donc, encore une fois, je n'ai pas la réponse à la question de savoir pourquoi Trump voulait que Maduro soit enlevé, mais il existe de nombreux indices circonstanciels suggérant que cela pourrait être lié à l'affaire des machines à voter et de la manipulation électorale, ainsi qu'au trafic de, drogue, êtres humains et armes vers les États-Unis, puis au blanchiment de l'argent hors des États-Unis. Mais il semble que le Canada joue un rôle majeur, vous savez. Hier encore, j'ai publié un article intitulé « Le sort du Venezuela est-il un avertissement pour le Canada ?» Ce qui peut paraître surprenant, comme si l'un n'avait rien à voir avec l'autre. Mais je ne l'ai pas inventé. C'était en fait le titre de l'éditorial du Globe and Mail de dimanche, donc il y a environ 5 jours. Le titre était littéralement « Le sort du Venezuela est-il un avertissement pour le Canada ?» Et alors on se demande, est-ce de la paranoïa d'imaginer que l'enlèvement de Nicolás Maduro a quelque chose à voir avec le Canada? Et il s'avère que non, pas vraiment. Il y a un véritable lien, et le Canada est jusqu'au cou dans des affaires douteuses. Juste à la frontière des États-Unis, il existe plusieurs super laboratoires au Canada qui produisent des substances comme le fentanyl, les méthamphétamines, le Xanax, toutes sortes de drogues illégales qui sont introduites clandestinement aux États-Unis. Le siège de cette opération semble se trouver à Toronto, mais aussi en Colombie-Britannique. Et la majeure partie de l'argent blanchi provenant des États-Unis, puisque toutes ces ventes se font en espèces, n'est-ce pas, était renvoyée au Canada. Et il y a eu un... D'accord, donc je peux pas tout détailler car c'est très vaste. Mais en mars dernier, une publication en ligne appelée The Bureau a publié une longue interview avec un certain David Asher, n'est-ce pas? David Asher est un ancien haut responsable du département d'État américain, ayant des liens étroits avec l'appareil financier et de sécurité nationale de l'administration Trump. Ils ont travaillé très dur pour démanteler ces réseaux de trafic de drogue au Canada, et ils ont démantelé un super laboratoire qu'ils ont décrit comme le plus grand et le plus sophistiqué des laboratoires de synthèse de fentanyl jamais découverts. Il se trouvait en Colombie-Britannique,
près des États-Unis. L'argent provenant de la vente de ce fentanyl était blanchi au Canada, principalement par l'intermédiaire de la TD Bank. Beaucoup de gens peuvent avoir des comptes de courtage chez TD Courtage. C'est cette organisation. Apparemment, il s'agit de la plus grande opération de blanchiment d'argent de l'histoire des États-Unis. En 2022, il y a eu quelque chose appelé la commission Cullen, C-U-L-L-I-N, qui a publié un rapport très détaillé à ce sujet. Donc 2022, n'est-ce pas? Il y a presque 4 ans. Et depuis, le gouvernement canadien n'a rien fait. Personne n'est allé en prison. Ils n'ont démantelé ni l'organisation de blanchiment d'argent, ni les réseaux de trafic de drogue. C'est donc pour cela que les Canadiens se sentent très, très inquiets à ce sujet. Parce que l'administration Trump essaye de placer toutes ces organisations, trafic de drogue, trafic d'êtres humains et, blanchiment d'argent provenant de la drogue, sous la législation antiterroriste. Parce que, dans le cadre de procédures judiciaires normales relevant du droit international, les enquêteurs américains ont été totalement incapables de remonter ces réseaux. Le Canada dispose dans son système juridique d'un dispositif censé protéger les droits humains et garantir l'équité. Mais chaque fois que les enquêteurs américains visent un suspect, après 90 jours, les autorités canadiennes doivent les informer. Au fait, vous êtes visé par une enquête. Et il est impossible de mener une véritable opération d'infiltration dans un délai aussi court. Ainsi, chaque fois qu'ils s'en prennent à quelqu'un, une fois les suspects identifiés, ces personnes disparaissent parce qu'elles apprennent qu'elles sont visées. Elles déménagent, changent de numéro de téléphone, modifient leurs procédures de sécurité. Et donc, chaque fois qu'il leur échappe, les Canadiens non seulement refusent d'aider les Américains dans ces enquêtes, mais il semble même qu'ils les protègent. Vous savez, ils ont créé une sorte d'environnement juridique permissif envers la criminalité. Bon, ça, c'est le Canada. Mais il faut aussi se rappeler que dans les Caraïbes, il existe 14 centres bancaires offshore et pratiquement tous ont été impliqués dans des opérations de blanchiment d'argent. Et là encore, en raison des mécanismes habituels du droit international, ils sont intouchables car ils bénéficient d'une immunité juridique totale. Il me semble donc que ce que Trump fait ou pourrait faire, c'est s'attaquer à cette opération qui est absolument gigantesque. Il y a entre 50 et 75 billions de dollars dans ces centres offshore. C'est absolument colossal. Et puis, il y a une autre dimension à tout cela que je dois mentionner car elle pourrait s'avérer pertinente. Les Russes ont ce système dans leur ligne de mire depuis longtemps. Je ne sais pas si vos téléspectateurs suivent le Promethean Action Network, mais ils publient d'excellents rapports sur YouTube et sur X. L'une des femmes actives dans ce réseau, Suzanne Kokinda, a fait remarquer qu'en 2014, le chef de l'agence russe de lutte contre la drogue, Viktor Ivanov, probablement toujours Viktor Ivanov, a prononcé un discours lors d'une conférence intitulée « Développement alternatif pour les régions productrices de drogue ». Et donc, il a dit, tu sais, c'est la base du système financier occidental. Il ne pourrait pas survivre sans ce vaste réseau de trafic de drogue. Alors, Trump part en guerre dans les Caraïbes. Marco Rubio a déclaré que c'était la guerre contre les réseaux de trafic de drogue et les oligarques. Et puis, tu sais, il y a eu cet étrange incident entre les Russes et les Américains dans la mer des Caraïbes à propos d'un pétrolier vide. Et maintenant, nous avons des navires de guerre russes et un sous-marin de classe Belgorod qui se dirigent également vers les Caraïbes. Nima, je n'ai aucune idée de ce qu'est le plan. S'il y en a un, les actions de Trump semblent tellement brutales et de style mafieux qu'elles ont suscité beaucoup d'indignation et de colère chez de nombreuses personnes.
indignation and outrage from a lot of people. But I think we need to consider. Mais je pense que nous devons envisager certaines explications plausibles dont on ne parle pas, mais qui pourraient être au cœur de ce que fait l'administration Trump. Je pense que nous ne le saurons qu'avec le temps. Le pétrole a évidemment quelque chose à voir là-dedans. Comme je l'ai dit, cela va être un grand pôle d'attraction pour les banquiers et les compagnies pétrolières. Mais si vous vous engagez dans une sale guerre, vous allez devoir emmener quelques alliés avec vous. Et puis, vous savez, l'enlèvement de Nicolás Maduro, je dois dire que pour moi, toute cette affaire semble tellement étrange et improbable que je soupçonne, en quelque sorte, qu'elle n'a pas été arrangée entre Darcy Rodríguez, l'actuel président, et le vice-président choisi par Nicolás Maduro, ni entre qui que ce soit d'autre. Cela a peut-être été convenu avec le gouvernement du Venezuela, dirigé par Nicolás Maduro. Nicolás Maduro n'a tout simplement pas eu le choix. Il a dû se rendre et il l'a fait volontairement. Je sais qu'il y a des rapports faisant état de membres de la sécurité cubaine tués et de blessés, mais je pense que tout cela ne fait qu'embellir l'histoire. Parce que si personne n'avait été tué sur le sol vénézuélien, cela ferait de Darcy Rodríguez la suspecte numéro 1 pour avoir livré Nicolás Maduro. S'il y avait eu une véritable fusillade et des morts, et que les Américains l'avaient alors capturée de force, eh bien dans ce cas, elle serait hors de cause. Je ne pense pas qu'elle l'ait livrée. Je crois vraiment qu'il s'agissait d'un accord entre Maduro et Donald Trump. Parce que regardez aussi ce qui se passe. Maduro arrive aux États-Unis. A-t-il l'air de quelqu'un qui vient d'être rétrogradé du poste de président du Venezuela à celui de prisonnier? Pas du tout. Il sourit, il serre dans ses bras des agents de la DEA, il leur souhaite une bonne année, il fait des pouces levés, des signes de victoire. Un ami à moi, Ian Burlingame, qui a servi dans les forces spéciales et dans le renseignement militaire, a dit « Non, à 100%, il est entré dans le programme de protection des témoins parce qu'il a des preuves importantes à partager, des témoignages essentiels. Il sait où les corps sont enterrés et il ne vivrait probablement pas longtemps s'il restait libre en tant que président du Venezuela. » Nous devons aussi prêter attention à ce qui ne s'est pas produit plutôt qu'à ce qui s'est produit. Très souvent, quand les Américains cherchent à décapiter la direction d'un pays, ils tuent. Ils ont tué Muammar Kadhafi. Ils ne l'ont pas amené vivant devant un tribunal. Ils voulaient tuer Bachar el-Assad si les Russes ne l'avaient pas sorti de là. Nous savons qu'il y avait un ordre de mise à mort contre le président Viktor Yanukovych lors du coup d'État de 2014. Là encore, les Russes l'ont exfiltré. Nous savons qu'ils voulaient tuer Erdogan en Turquie, et ainsi de suite. Ici, il a été capturé vivant, sans accroc, avec sa femme. D'accord, cela donne pas une bonne impression, mais cela pourrait, vous savez, faire partie de l'accord où il aurait dit « D'accord, je pars, mais je veux que ma femme parte avec moi aussi. » Et ils auraient répondu « D'accord. » Et puis, autre chose qui ne s'est pas produite, il n'y a pas eu de changement de régime. Les gens disaient « Oh, oui, 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 il y a eu un changement de régime. » Non, il n'y en a pas eu. Parce qu'à part la destitution de Nicolás Maduro, le régime Maduro est resté entièrement au pouvoir. Rien d'autre n'a changé. Aucune modification légale, aucun changement de gouvernement, et ainsi de suite. Toute cette affaire est donc clairement inexplicable. Et comme je l'ai dit, ces observateurs mondialistes comme John Bolton et un grand nombre d'analystes, de commentateurs et de responsables publics britanniques n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Ils n'ont vraiment aucune explication. J'ai dû regarder, disons, une dizaine d'heures de podcasts avec divers mondialistes américains et britanniques. Anthony Scaramucci, le type qui était directeur de campagne de Bill Clinton, j'ai oublié son nom, ça m'échappe. Beaucoup d'entre eux, et tous sont complètement désemparés.
they're all at a loss. So anyway, it would be silly to Bref, pretend that I ce know serait what it's absurde about. de prétendre que je sais de quoi il Sitting in s'agit. Iran, I'll say one thing Puisque that tu es en Iran, it's not about. je vais dire une chose dont je suis sûr que ce n'est pas le sujet. Because a lot of people Je are ne pense pas saying- que cela concerne l'Iran, This parce is que a long beaucoup de answer. gens I'll disent, wrap up quickly. c'est une longue réponse, je vais A lot of conclure people are rapidement. saying, Beaucoup de gens yeah, they disent, went into ah oui, Venezuela ils because sont they allés au want to secure Venezuela the oil before parce they qu'ils attack veulent Iran, sécuriser le because Iran is pétrole gonna close the avant gate. d'attaquer l'Iran, parce que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz, et tout ça. That doesn't make any Cela sense n'a at all, absolument because aucun sens, car la production pétrolière du Venezuela est inférieure à 1 million de barils par jour. C'est environ 20% de ce qu'elle était à son apogée. Augmenter la production vénézuélienne à 3, 4 ou 5 millions de barils par jour prendrait au moins 5 ans et nécessiterait des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Non seulement cela, mais le Venezuela compte une potentielle insurrection de jusqu'à 3 millions de personnes, en plus de ses unités militaires régulières. Ces gens sont des chavistes jusqu'au bout. Ils sont motivés, indignés, et ils ne vont pas simplement se laisser faire. On ne peut pas entrer dans un pays et commencer à investir 10 ou 20 milliards de dollars dans l'extraction pétrolière si l'on est constamment attaqué et confronté à une insurrection. Il faudrait être stupide pour penser qu'on va simplement entrer au Venezuela et prendre leur pétrole sous prétexte qu'on anticipe la fermeture du détroit d'Ormuz. Cela n'a aucun sens. C'est irréaliste. Donc je ne pense pas que le calcul soit « D'accord, on va renverser Maduro, puis on va attaquer l'Iran ». Certaines personnes disent aussi, enfin, vous savez, qu'il y a tous ces avions cargo C-17 des États-Unis qui partent vers l'Europe et le Royaume-Uni, transportant des troupes, des forces spéciales et des armes. Oui, d'accord, apparemment c'est vrai. Mais vous savez, Trump veut aussi prendre le Groenland. Le Royaume-Uni est un peu plus proche du Groenland que de l'Iran. S'il visait l'Iran, peut-être qu'ils enverraient ses troupes et ses armes à Diego Garcia ou au Qatar, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Cela semble tout simplement trop imprudent, trop risqué. Et je soupçonne aussi que toute cette histoire selon laquelle Trump essaierait de tuer Vladimir Poutine n'a pas de sens pour moi. Ne serait-ce que parce que, si vous vous demandez pourquoi ferait-il cela? Que pourrait-il bien gagner en assassinant Vladimir Poutine? Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est complètement fou. Ce serait simplement un acte malveillant pour le plaisir de faire le mal, tu vois, parce qu'il n'y a rien à y gagner. Ce n'est pas comme si, en écartant Vladimir Poutine, la Russie tombait entre tes mains comme un fruit mûr. La Russie est une nation très solide. Il y a Patrushev, il y a Medvedev, il y a toutes sortes de personnes qui prendraient la place de Vladimir Poutine. Donc, pour résumer, je dirais que nous ne savons pas ce qui se passe, parce que personne ne semble le savoir. Mais je soupçonne que, en plus d'une équipe Trump très restreinte qui sait ce qu'elle fait, les Russes et les Chinois savent aussi ce que fait Trump. Alex, je pense que nous pouvons trouver un indice dans la stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump. Dans cette stratégie, il parle essentiellement de se concentrer sur l'hémisphère occidental, tu vois. Et à partir de là, on peut voir qu'ils veulent convaincre tous ces gouvernements d'Amérique latine, du Canada et du Mexique, jusqu'au Brésil et à la Colombie, que le roi, c'est les États-Unis. Il faut comprendre cela. Alors, quelle pourrait être la solution à cela? Faut-il aller au Venezuela, intimider, montrer une certaine force? Parce qu'en sortant du Venezuela, Donald Trump m'a dit quelque chose d'incroyable que je n'ai toujours aucune raison de comprendre. Je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Il a dit « Regardez ce que nous avons fait au Venezuela et regardez ce que la Russie fait en Ukraine. » Pour moi, ce n'est même pas comparable.
car la nature des deux conflits est complètement différente. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Il n'y a pas de guerre entre eux. Pendant ce temps, la Russie mène une guerre d'usure contre l'ensemble de l'OTAN, contre tout l'Occident. Comparer la situation en Ukraine à ce qui s'est passé au Venezuela est tout simplement puéril, tellement superficiel quand on regarde les propos de Donald Trump. C'est pourquoi je pense que beaucoup d'entre nous sont confus quant à ce qui se passe avec l'administration Trump. Nima, honnêtement, j'ai arrêté d'écouter ce que dit Trump. Parce qu'il me semble que beaucoup de ses déclarations sont calculées pour provoquer une indignation émotionnelle. Et je n'y suis pas insensible. Quand j'ai entendu la nouvelle concernant le Venezuela, j'étais en voyage, mais évidemment on reçoit des informations partout. J'ai été profondément déçu. Je me suis dit, c'est une trahison totale de tout ce que nous pensions qu'il représentait. Mais ensuite, tu sais, Trump fait ça exprès. Il met tout le monde en ébullition, et chacun se concentre émotionnellement sur un sujet pendant qu'il fait toute autre chose. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont suivi cette vague d'indignation et qu'ils se sont mis à insulter Trump et à le condamner de toutes les manières possibles, comme un fou, un maniaque, un babouin à la face orange. J'ai entendu toutes sortes de choses. Mais tu sais, quand tu fais ça, tu ne réfléchis pas. Tu n'analyses pas vraiment ce qui se passe. J'essaie d'ignorer les pitreries de Trump et j'essaie de comprendre ce qu'il pourrait être en train de faire. Parce que, tu sais, il y a une possibilité que Trump soit un fou. D'accord, c'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'ait influencé et qu'il exécute les ordres de ces mondialistes à travers le monde. Essentiellement Wall Street et la City de Londres. Et puis il y a la possibilité qu'il tienne sa promesse, mais d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre ni suivre. Je ne pense pas qu'il soit fou. I don't think that he's crazy. And I think I've observed certain... Et je pense avoir observé certains épisodes pendant l'administration Trump qui montrent très clairement que son équipe sait ce qu'elle fait, du moins en ce qui concerne les Balkans et la guerre en Ukraine. Je pense qu'ils ont joué un rôle très constructif dans ces deux cas. Ce qu'il fait au Venezuela, je ne saurais le dire, mais il me semble que ces déclarations qu'il fait. Bon, tout d'abord, il faut comprendre. Trump a été en partie façonné par sa carrière d'animateur de jeux télévisés et par son passage à la World Wrestling Federation. Peut-être que cela l'a influencé dans le sens où, lorsqu'il obtient un certain succès, il en tire le maximum parce qu'il veut impressionner. C'est ça le point. C'est ça le point. Oui. Allez-y. Vous voulez impressionner tout le monde et vous voulez effrayer vos adversaires pour qu'ils ne se défendent pas, pour qu'ils baissent les bras et disent « Oui, monsieur, nous ferons comme vous dites ». Maintenant, vous savez, l'enlèvement de Nicolás Maduro, les gens agissent comme si c'était « Oh, quelle précision, quelle opération chirurgicale parfaite, quel génie, quelle compétence phénoménale ». Oui, à moins que ce n'ait été un accord convenu. Parce que, vous savez, vous êtes allé là-bas avec 4 hélicoptères. Je crois que c'était 4, peut-être plus ou moins. Mais quand même. Et d'abord, vous avez dit que personne n'avait été blessé et que vous aviez non seulement le président, mais aussi sa femme. Sortir une seule personne sans blessure est déjà assez compliqué. Alors 2. Et vous avez largué, disons, des bombes de 500 livres et le système de sécurité ne s'est pas réveillé. Je trouve ça très supportable. Je dirais donc très probablement que c'était un accord. Et puis, si l'on remonte le temps de quelques semaines, 2 ou 3 semaines en arrière, en décembre, nous avions des déclarations de Trump. Il disait « Nous sommes très proches d'un accord ». Il n'a pas précisé de quel type d'accord il s'agissait, mais il a dit « Nous sommes très proches d'un accord, nous discutons avec les Vénézuéliens ». Et ainsi de suite. Et ensuite,
Il y a eu des déclarations de Nicolás Maduro lui-même qui parlaient de ses conversations avec Donald Trump. Et Maduro disait que non, elles avaient été très cordiales et respectueuses. Eh bien, il parlait manifestement d'une forme d'accord. Peut-être que c'était de cet accord-là qu'il parlait. Je ne sais pas, Nima, pas mieux que quiconque, mais je pense qu'il faut essayer de prendre le plus de contexte possible pour comprendre ce qui se passe. Discern what's going on. And 100%, the biggest Et à 100%, la plus grande entité de l'humanité ayant son siège dans la City de Londres est ce vaste réseau de blanchiment d'argent. Des institutions supranationales mondiales qui bénéficient d'une immunité juridique absolue et sont intouchables par les forces de l'ordre de n'importe quel pays. Donc, quand les gens disent que Trump détruit le système du droit international, il faut être rigoureux dans l'étude de ce qu'est et de ce que n'est pas le droit international. Ce n'est pas simplement « Oh, nous n'allons pas nous attaquer les uns les autres ». C'est qu'il existe 76 organisations internationales reconnues par les États, y compris des banques, y compris Gavi, vous savez, l'Organisation pour les vaccins, l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale de l'énergie, toutes jouissent d'une immunité totale, ce qui signifie que leurs locaux sont inviolables, leurs archives sont inviolables. Their archives are inviolable. You can't even go into their offices to conduct. Vous ne pouvez même pas entrer dans leur bureau pour mener une enquête. Et si vous obteniez l'un de leurs documents, ils ne seraient pas recevables devant un tribunal, car vous les auriez obtenus illégalement, puisque légalement, c'est tout simplement impossible. Ils bénéficient donc d'une immunité juridique totale et peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il me semble que Trump est devenu incontrôlable parce qu'il s'en prend précisément à cet ennemi. Et puis, si l'on remonte 12 ans en arrière, en 2014, Viktor Ivanov parlait déjà de ce même ennemi et disait que c'était l'ennemi de l'humanité. C'est là que tout se joue. Peut-être que c'est la cible, mais nous le découvrirons. Alex, je crois vraiment que ce que fait Donald Trump provoque une sorte de réaction négative. Par exemple, au Brésil, que je suis de près, dont je connais la société où je vis, le problème, c'est que l'état d'esprit américain est totalement différent de celui que nous avons en Amérique latine. En Amérique latine, on n'appelle pas cela le soccer, on l'appelle le football. Il faut comprendre que ce genre de jeu, si important aux États-Unis et qui compte tant de fans, n'ont pas vraiment d'importance pour beaucoup de gens en Amérique latine. Ce qu'ils veulent, c'est voir quelles en sont les conséquences pour eux. C'est pourquoi je pense que l'administration Trump, tout le concept même de cette administration, passe à côté de l'essentiel en Amérique latine. Elle pourrait nouer des amitiés avec le Brésil, la Colombie et tous ces pays d'Amérique latine d'une manière très différente. Il semble que, d'une certaine manière, ce type d'amitié, l'héritage de l'Empire, reste encore si influent, même sur les politiques actuelles de l'administration, qu'il ne se soucie pas des peuples d'Amérique latine. Il faut communiquer avec ces peuples. Il faut conclure des accords avec eux. On ne va pas les forcer à faire quelque chose, car ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous voyez ce qui se passe avec la Russie, avec la Chine et ces transformations en cours. Ce sont des changements colossaux et tout le monde en est témoin. Il faut comprendre que si l'on veut un avenir meilleur, il faut de nouvelles amitiés, de nouveaux partenariats, pas de nouveaux ennemis. Et ce concept est-il seulement pris en compte par l'administration actuelle? Je ne le crois pas. C'est bien là le problème. Je ne sais pas, Nima, mais je vais dire ceci. Je pense que cela dépend du peuple. En fin de compte, du peuple américain et des peuples de pays comme le Brésil et le Venezuela, entre autres. Ce que nous voyons actuellement au Venezuela, c'est une réaction très forte et passionnée contre l'ingérence américaine et l'enlèvement de Nicolás Maduro. Et si des millions de personnes descendent dans la rue en disant « Non,
nous n'accepterons pas cela, alors les gens aux États-Unis devront en prendre note et se dire, eh bien, il va être très difficile pour nous de changer les cœurs et les esprits de la manière dont nous avons commencé, en pensant que nous pouvions simplement les brutaliser pour les soumettre. Alors, il faut se montrer aimable avec eux parce qu'ils sont armés. Parce qu'il y a entre 1,5 million et 3 millions de ces collectivos qui sont dispersés. La plupart vivent dans les zones rurales. Ils connaissent leur jungle. Tandis qu'on ne peut pas envoyer assez de troupes au Venezuela pour les combattre par la force. Donc soit on doit dire, d'accord, nous ne pouvons pas prendre leur pétrole. Nous ne pouvons pas investir des dizaines de milliards de dollars ici pour extraire leurs ressources. Peut-être devons-nous conclure un bon accord avec eux. Voilà une chose. Et puis nous avons aussi vu aux États-Unis même de nombreuses manifestations dans les rues d'Américains disant « Nous n'avons pas voté pour ça. Nous sommes totalement contre. » Et les membres de l'administration Trump vont devoir en tenir compte eux aussi, car on ne peut pas forcer tout le monde à se soumettre en les traitant, je ne sais pas, d'antisémites ou de tout autre nom qu'on voudrait leur donner. Il va falloir les prendre en considération. Je pense que cela devient assez évident, car à l'époque d'avant Internet, avant YouTube, avant les réseaux sociaux, nous étions en quelque sorte obligés de croire ce que nous entendions à la radio, Sebuthim le Prax, voyions à la télévision et lisions dans les journaux. Nous ne soupçonnions pas jusqu'où ils allaient pour nous mentir. Nous ne soupçonnions pas qu'ils avaient construit de véritables studios avec du matériel d'effets spéciaux pour nous montrer des images complètement fausses. Du genre, « Oh, regardez, les Allemands transpercent des bébés à la baïonnette en Belgique. » N'est-ce pas? Eh bien, cela ne fonctionne plus. Et la mesure dans laquelle cela ne fonctionne plus se voit même dans ce dont ils parlent. Tous ces gens, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Klaus Schwab, font des crises à propos de la désinformation et de la mésinformation. Klaus Schwab vient, je crois que c'est cette semaine, de publier un article dans le magazine Time, se lamentant essentiellement d'avoir perdu le contrôle. Ils n'ont aucun contrôle. Ils sont incapables de mettre en œuvre des politiques et de les mener à bien parce que, eh bien, tu sais, ils disent que les gens ne les croient plus, que la confiance est rompue et que les gens ne peuvent plus discerner la vérité. Mais c'est pas ça. C'est la confiance dans leur structure qui est brisée. Et les gens savent qu'on ne leur dit pas la vérité. À la place, ils se tournent vers d'autres sources, parmi lesquelles ton podcast, pour entendre des explications et des informations qui les font réfléchir. Cela semble un peu plus crédible, plus convaincant que ce qu'on me dit sur CNN. Donc je pense qu'au final, l'effet complet de tout cela, c'est que les gens ne suivent plus la version officielle. Alors, quand on leur dit « Oh, les Russes arrivent, j'imagine que vous allez devoir sacrifier vos enfants », les gens ne répondent pas. Oui, c'est mon devoir patriotique de sacrifier mes enfants. Ils disent « Non, nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas prendre mes enfants. Je ne partirai pas en guerre pour vous et eux non plus. » Et maintenant, ils constatent qu'ils ne peuvent pas amener la population à se faire vacciner complètement. Ils ne parviennent pas à nous faire accepter des rappels semestriels ou trimestriels. Plus personne ne croit au récit sur le climat. Plus personne ne croit à la guerre contre la Russie, et ainsi de suite. Le soutien du public à Israël s'est effondré de manière irréversible. Il ne reviendra pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'ils devront changer de cap, car la pression publique les y contraint. Je pense que l'administration Trump devra elle aussi tenir compte de cette pression. En somme, elle devra se montrer conciliante envers la population et répondre à ses aspirations et à ses revendications.
En fin de compte, il n'est même pas si important de savoir qui est vraiment Trump. S'il est un fou, s'il est compromis, ou s'il s'agit d'un genre de gangster rusé jouant aux échecs en 5 dimensions. Cela n'a pas d'importance. Au bout du compte, ils devront tenir compte des demandes populaires et orienter la politique dans la direction voulue par le peuple. Alex, je pense que beaucoup de personnes dans notre public se méfient fortement de Donald Trump. Parce que regardez qui est proche de lui en ce moment. Lindsey Graham. Chaque fois qu'il parle, Lindsey Graham est là. Je ne comprends pas pourquoi il est là, ni quel est l'intérêt d'avoir Lindsey Graham au sein de l'administration. Et vous savez, il pousse actuellement pour davantage de sanctions contre la Russie. Et Donald Trump dit « Vas-y, fais-le ». Laissez-moi vous passer un extrait de Tucker Carlson, expliquant ce qui se passe aux États-Unis et à quel point la situation entre les États-Unis et la Russie est cruciale. Voici ce qu'ils ont dit. Les signes laissent penser que nous allons bientôt connaître une grande guerre. Le président a annoncé qu'il augmentait le budget du Pentagone de 1 000 à 1 500 milliards de dollars. Il vient tout juste de l'annoncer. C'est le genre de budget qu'un pays qui anticipe une guerre mondiale ou régionale fixe pour son armée. De toute évidence, nous avançons dans cette direction, vers une guerre mondiale. Désolé. Alors, comment se positionner face à cela? Eh bien, on regarde une carte et on se demande quelle zone veux-je contrôler? Où se trouvent les routes commerciales? Qui détient les ressources? Et si l'on fait cet exercice, on en arrive à la conclusion la plus évidente de toutes. Les États-Unis doivent entretenir une relation avec la Russie pour pouvoir survivre à une telle situation. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ces personnes, même au sein de l'administration Trump, on ne peut pas l'ignorer. Je suppose que la première chose que cette administration aurait dû traiter, c'est le conflit en Ukraine. En regardant ce qui s'est passé depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, l'attaque contre les bombardiers nucléaires, puis l'attaque que le gouvernement russe affirme avoir visé la résidence de Poutine en Russie. Si quelqu'un fait cela, il faut le reconnaître. Il faut voir la menace que représente ce type de mouvement. Parce que, d'une certaine manière, les Russes ont perdu patience. Alex, tu te souviens, avant février 2022, la Russie a tout fait, absolument tout, pour négocier avec l'Occident, avec les États-Unis et les Européens. Ils ont perdu patience et ensuite, ils sont entrés en Ukraine pour combattre les Ukrainiens et l'OTAN ensemble. Et il semble que ce type d'escalade mène vers le même genre de dénouement. Si un affrontement éclatait entre les forces russes et les forces américaines, ou peut-être britanniques, ce serait énorme, un chaos incontrôlable, impossible à gérer ou à maîtriser. Oui, mais tu sais, je serais très prudent à ce sujet. Parce que si Trump augmente le budget militaire d'1 billion à 1,5 billion, il faut regarder sur quoi il va dépenser cet argent. Je sais que, par exemple, le département de la Défense investit d'énormes sommes d'argent, des millions, des dizaines de milliards, voire peut-être des centaines de milliards, dans des raffineries de métaux rares, entre autres choses. L'Amérique a perdu en compétitivité, et elle l'a perdu face à des pays comme la Russie et la Chine, n'est-ce pas? Et la Russie et la Chine ont un modèle de capitalisme d'État, parce que l'État dit, d'accord, nous allons développer notre économie dans cette direction. Et puis, ils financent, vous savez, les universités et les organismes de recherche, et ils accordent des crédits pour ce type de développement. L'État est en quelque sorte le capitaine du grand navire. Et ensuite, en aval de l'État, il y a les entrepreneurs. Quand on arrive au bas de la hiérarchie, on trouve le véritable capitalisme de libre marché,
où les entreprises privées font le travail. Mais ce n'est pas aléatoire, c'est dirigé par l'État. Ainsi, c'est finalement l'État qui alloue d'énormes montants de capitaux à l'intelligence artificielle, à l'énergie nucléaire, à l'énergie solaire, à la fabrication automobile, et ainsi de suite, en Chine. Alors qu'aux États-Unis, tout est privé parce que vous savez, idéologiquement, c'est la seule voie possible dans le capitalisme de libre marché occidental. Et par conséquent, tu sais, toute la richesse de la société finit par s'infiltrer dans les banques de Wall Street. L'industrie est démantelée et la compétitivité se perd année après année. Donc si tu veux inverser cette tendance, il faudra revenir au capitalisme d'État. D'un point de vue idéologique, c'est presque impossible à faire passer. C'est invendable aux États-Unis. Mais si tu l'emballes sous la forme de sécurité nationale, de patriotisme, d'armée américaine, de hurrah, 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 alors les gens disent « D'accord, il faut être fort, il faut être puissant, nous avons la plus grande armée du monde, et tout cela. » Mais il faut examiner en détail chaque poste budgétaire pour voir à quoi tout cela est réellement attribué. Que les États-Unis entrent en guerre contre la Russie n'a absolument aucun sens. Ce serait complètement suicidaire. Et pourquoi faire? Vous allez conquérir la Russie et la posséder? Et si vous y parveniez, alors quoi? Vous auriez quoi? 140 ou 150 millions de Russes qui ne veulent pas de vous là-bas. Napoléon a essayé. Hitler a essayé. Pourquoi? À quel point faut-il être stupide pour faire de cela sa politique? Et n'oublions pas, c'était quoi il y a 3 semaines? Kirill Dmitriev. Oui, Kirill Dmitriev était en Floride. Et il se félicitait presque, disant qu'il n'y aurait pas de guerre, que nous étions d'accord sur toutes sortes de choses. Et maintenant, tout à coup, Trump essaie de tuer Poutine et d'imposer des sanctions à la Russie. D'accord, les Russes s'en moquent. Okay, sanctions, Russians don't care. Russians literally don't care. Sanction away. It doesn't. Les Russes s'en moquent complètement. Allez-y avec les sanctions. Cela ne nous fait aucun mal. À terme, toutes les sanctions contre la Russie finiront par être levées. Donc, jusqu'à un certain point, toutes ces petites attaques lancées dans leur direction n'ont aucune importance. Et puis, la dernière chose, la raison pour laquelle je veux être très prudent avant d'exploser en une juste indignation contre Trump est la suivante. S'il est fidèle à son intention déclarée d'attaquer ces oligarchies financières de Wall Street et de la City de Londres, il doit dissimuler son jeu. Il ne peut pas le faire ouvertement. Il ne peut pas les mettre en alerte. Alors je dirais, imaginez que vous viviez dans une ville brutalisée par une sorte de mafia, d'accord? Ils forçaient tout le monde à payer de l'argent pour leur protection. Ils étaient, je ne sais pas, en train de brutaliser leurs enfants, leurs femmes, et ainsi de suite. Et cette bande est bien trop puissante pour que quiconque dans la ville puisse la renverser. Alors quelqu'un dit, d'accord, il faut les faire tomber. Mais avant cela, il faut infiltrer leur organisation, n'est-ce pas? C'est ce que font les policiers infiltrés. Un policier infiltré doit pénétrer dans l'organisation pour en apprendre les faiblesses, découvrir qui sont les acteurs clés, les plus puissants, et ainsi de suite. Et pour y parvenir, il faut gagner leur confiance. Donc, à un certain moment, votre policier infiltré va paraître aussi corrompu que possible aux yeux de tous ceux qui observent de l'extérieur. Mais si vous le retirez, vous venez tout juste de sceller votre esclavage envers cette bande, n'est-ce pas? You've just cemented your slavery to this mob, right? He's your only hope of salvation. C'est votre seul espoir de salut. Donc je dirais que, tant que vous n'êtes pas sûr que Trump est votre ennemi, ma position est que je suis agnostique. Je crois dans le peuple américain, le peuple russe, le peuple vénézuélien, et ainsi de suite. Je pense que les gens, collectivement, ont tendance à aller dans la bonne direction. En ce qui concerne les politiciens, il est très difficile d'en être certain. Il m'a fallu longtemps
pour comprendre que Poutine est un acteur positif dans les affaires mondiales. Et pour Trump, je dois dire que je suis agnostique parce que je ne sais pas, parce qu'il fait en sorte que personne ne sache. Et puis un jour, vous savez, il réduit le calendrier vaccinal aux États-Unis de 70 et quelques à, je crois, 55 vaccins. Eh bien, je trouve que c'est très bien. Well, I think that's great. And now he's going to Davos, where he's going to say that Et maintenant, il va à Davos, où il va dire que nous allons interdire aux entreprises de posséder des maisons unifamiliales. Eh bien, c'est une bonne chose, non? Parce qu'il a dit que ce sont des gens qui vivent dans des maisons, pas des entreprises. Donc il y a beaucoup de choses qu'il fait qui me donnent de l'espoir, qui me font penser qu'il agit correctement et positivement pour le peuple américain. Et c'est donc très difficile pour moi de me dire ensuite « Ah oui, et puis il va déclencher la Troisième Guerre mondiale contre la Russie, essayer d'assassiner Poutine, changer le régime en Iran, et toutes ces folies qu'ils ne sont même pas capables de réaliser. » Sans parler du fait, pourquoi ferait-il ça? Donc, vous savez, avant de pendre le flic infiltré, assurez-vous au moins doublement qu'il est vraiment corrompu, plutôt que peut-être votre salut potentiel. Il existe une idée, Alex, selon laquelle l'Iran et la Russie, enfin la Chine, devraient avoir moins peur des États-Unis que les pays membres de l'OTAN. Tu sais, avec ce qui s'est passé autour du Groenland, avec ce qui concerne le Canada d'une certaine manière, le gouvernement britannique est terrifié. Ils n'en parlent pas, mais on sent bien qu'ils sont vraiment inquiets de ce qui pourrait arriver au Canada à long terme, ou de ce qui pourrait se passer pour le Groenland. Comment vois-tu la politique interne de l'OTAN? Comment perçois-tu le processus de communication entre les pays de l'OTAN, les États-Unis et les Européens, en ce qui concerne le Groenland? Et comment vois-tu l'évolution de l'OTAN au fil du temps? Je crois que tout est en train de s'effondrer, Nima. Et je pense que nous venons d'avoir les trois stooges à Paris qui ont signé une sorte d'engagement envers l'Ukraine. C'est tellement étrange. It looks like people propping up a corpse. On dirait des gens qui soutiennent un cadavre. Vous savez, comme quand on prend un cadavre et qu'on le redresse avec des bâtons pour faire croire à tout le monde qu'il est encore vivant et qu'il peut se battre. Mais je pense que c'est perdu et sans espoir. Et maintenant, tout le monde dit « Oh, eh bien, si Trump prend le Groenland, ce sera la fin de l'OTAN. Trump prend le Groenland, vous savez, il ne plaisante pas à ce sujet. Et je pense qu'il vise aussi le Canada. » Et donc, encore une fois, il y aura des gens pour dire « Eh bien, il est en train de déchirer le système du droit international, l'ordre fondé sur des règles, bla bla bla. » Eh bien, vous savez, l'ordre actuel fondé sur des règles est tellement pourri jusqu'à la moelle qu'il doit être renversé. Vraiment, il doit être profondément réformé. Et si Trump fait cela, alors c'est peut-être un pas dans la bonne direction. Maybe it's a step in the right direction. If he's doing it in cooperation with the Russians and the Chinese, S'il le fait en coopération avec les Russes et les Chinois, alors je suis doublement convaincu que c'est un pas dans la bonne direction. Parce que, vous savez, il faut commencer à comprendre la nature de la monnaie et du crédit. Il faut commencer à comprendre la nature des centres financiers offshore. Il faut comprendre le sens du blanchiment d'argent, qu'on appelle, non sans raison, la mère de tous les crimes. Parce qu'il rend tous les autres crimes possibles. Il les rend rentables. Si le crime ne rapportait rien, une grande partie disparaîtrait. Mais ce sont les banques qui pratiquent le blanchiment d'argent qui s'assurent que ce n'est pas le cas, et c'est pour elles une immense source de fonds. Et puis, vous savez, je pense qu'il faut en apprendre beaucoup plus sur les organisations mondiales qui bénéficient d'une immunité juridique absolue à travers le monde. Et beaucoup d'entre elles sont des banques, et Mpember sont des organisations liées à la régulation broader. organizations that have to do with regulation of agriculture.
And a lot of them are organizations that have to do with regulation of Et beaucoup health, d'entre elles public sont des health, organisations liées à la régulation de la santé, santé publique, vaccination, et ainsi de suite. Et elles sont littéralement intouchables. Cela fait aussi partie du droit international. Et si vous ne pouvez pas toucher les criminels, eh bien, vous êtes à leur merci. Un cas très concret est celui dont nous avons parlé au début, le Canada. Parce que vous savez, au Canada, il existe cette règle, appelée la règle Stenchcombe, qui stipule que si vous enquêtez sur un trafiquant de drogue au Canada, les autorités doivent l'informer qu'il fait l'objet d'une enquête, qu'il est la cible de cette enquête, soi-disant pour des raisons d'équité, de droits humains et tout cela. Mais cela signifie que, même si le Canada est un élément majeur du trafic de drogue, de personnes et d'armes vers les États-Unis, personne au Canada n'est inculpé. Nobody in Canada got charged, even though they busted TD Bank for laundering, even though they busted Même s'ils ont arrêté la TD Bank pour blanchiment d'argent, même s'ils ont démantelé un super laboratoire en Colombie-Britannique, personne n'est allé en prison. Et les autorités canadiennes bloquent systématiquement américaines d'enquêter et de démanteler ces réseaux. Ce qui signifie que si l'on passe par les voies légales, on est simplement à la merci de ces gangs criminels. Et pour comprendre à quel point la situation est grave, Nima, cela présente de très nombreuses similitudes avec les guerres de l'opium. Les guerres de l'opium ont détruit la Chine à partir des années 1830 et l'ont ensuite soumise à un siècle d'humiliation. La Chine était alors la principale superpuissance économique mondiale, une civilisation vieille de 6000 ans qui a été renversée par les guerres de l'opium menées par les Britanniques, par l'Empire britannique. Conducted by the British Empire. And today, you have in the United States, Et aujourd'hui, aux États-Unis, du nord au sud, ils sont pratiquement encerclés par ces gangs qui inondent le pays de millions de migrants illégaux et déversent des océans de méthamphétamine, de fentanyl, d'herbe et de toutes sortes de drogues provenant de laboratoires au Canada. Et si l'on regarde à quoi ressemblent les rues des villes américaines, il ne faut pas être un génie pour comprendre que les États-Unis sont à la réception d'une guerre de l'opium du XXIe siècle. Et leurs mains, enfin, au sens juridique, les mains des autorités américaines, sont liées. Ils ne peuvent pas se défendre contre cela. Nous devons donc prendre tout cela en considération avant de pendre l'agent infiltré qui pourrait, vous savez, mener une sorte de plan pour faire tomber ces organisations. Oui, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. J'ai vraiment apprécié. La discussion a été très productive, à mon avis. Eh bien, voyons cela, Nima. Tu sais, encore une fois, je suis agnostique. Je pense que seul le temps dira si j'ai raison ou tort. Prête attention aux podcasts britanniques, aux interviews britanniques, aux médias britanniques. Prête attention aux responsables européens. Prête attention à ce que disent les Russes et les Chinois. Parce que si Trump est devenu incontrôlable, cela se remarquera. Et alors, les gens à Londres, Paris et Bruxelles seront très très contents de Trump. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant que nous sachions vraiment avec certitude. Oui, exactement. Un grand plaisir, Alex, comme toujours. Salutations à tous et merci de m'avoir invité, Nima. À bientôt, Alex. Au revoir. Bye bye.